Vous écoutez l'épisode 4 du podcast True Crime, l'affaire Charles Marion, les révélations. Aujourd'hui, nous répondons aux questions du public. Bonne écoute! Bon matin tout le monde! Bon matin Alexandre! Salut. Fait qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, on vient de finir de tourner notre deuxième épisode de podcast. Mais là, on fait une autre petite chronique pour des questions-réponses du public. Parce que ça, à notre premier épisode de podcast, on a reçu plusieurs réponses. Puis on trouvait important, moi puis Alexandre, de prendre le temps, justement, de répondre aux questions du public pour que vous puissiez bien comprendre toute l'étendue de cette histoire-là. Donc, si jamais vous avez d'autres questions vous-même que vous voulez poser et adresser, n'hésitez pas à nous le faire, autant sur nos médias sociaux ou sur YouTube. Comme je l'ai déjà annoncé, je prends vraiment le temps de lire tous vos commentaires. Et si vous avez des questions, on va s'assurer de pouvoir y répondre, comme celle d'aujourd'hui. Donc, première question qui nous vient de Christine. Est-ce que toute ta famille est d'accord avec ta démarche? C'est une excellente question. La réponse générale, c'est oui. Il y a personne qui m'a interpellé dans la famille pour me dire « Ah, Alexandre, je préférerais qu'on arrête d'en parler. » S'il y a des gens qui pensent à ça dans la famille, c'est pas impossible parce que les gens ont peur, les gens ont des craintes. Mais l'injustice, là, l'idée qui est perçue par ces gens-là, le fameux sentiment d'impuissance, il faut qu'il cesse, il faut que ça arrête. Alors, c'est sûr que le noyau rapproché, Nicole, Pierre, Roselyne, Philippe, on est tout all-in là, par rapport aux démarches qu'on est en train de faire, mais les craintes, elles sont là. Puis, je vais sortir un peu du noyau familial, je vais aller dans les amis, dans les proches de la famille qui sont nombreux dans les cantons de l'Est, qui ont tous subi des contre-coups directs ou indirects de ce qui s'est passé avec la Sûreté du Québec. Ces gens-là, probablement qu'ils préféreraient qu'on en parle. C'est qu'on laisse ça de côté parce que ça rappelle trop de... Ça rouvre les plaies à chaque fois. Mais ma connaissance de ce groupe-là, de ces personnes-là, c'est des gens de cœur. Et c'est des gens qui comprennent l'état dans lequel, et surtout mon père Pierre, ma mère Nicole, ma tante Roselyne. Alors, ils comprennent puis ils supportent, j'en suis convaincu, la démarche qu'on entreprend. Ah ouais, puis justement, Christine, elle avait une deuxième question, une sous-question. Elle voulait savoir aussi, est-ce que ton grand-père a été capable de décrire les détails de sa captivité durant ces 82 jours? Très, très bien. Très, très bien, parce que, écoutez, il a passé 82 jours dans sa cage. Alors, il a été capable de compter dans son livre les 82 jours de captivité. La prise d'otage elle-même, si tu veux, là, le soir où on l'a capturé, le transport, la marche dans la forêt et son enchaînement là, dans le trou. Puis là, avec les 82 jours qu'il a passé, il connaissait chaque centimètre, là, il l'a arpenté, et dans ce livre-là, les 82 jours de captivité, il y a une maquette qui a été produite par l'éditeur, qui est pas mal, qui représente très bien là, l'état dans lequel, l'endroit où il a été séquestré. Et durant la production du documentaire de M. François Gingras, François a fait refaire une cache pour pouvoir filmer des portions dramatisées là, de l'endroit. Et c'est fait là, de façon très, très précise. Donc, c'est très réaliste. Il est capable de tout expliquer ça. Ah ouais, hein? Dans les moindres détails. Fait que là, tu l'as nommé, il y a son livre, Mes 82 jours de captivité, mais il y a ton père aussi qui a écrit deux autres livres par la suite de ça? Victime au banc des accusés, Lydia, qui a été mise en marché en 2012. Et 82 jours, l'affaire Charles Marion, aux éditions de l'Homme en 2021, fin 2021, début 2022.
C'est lui que je viens de commander, là, je l'attends. Là. Ouais. À la Chouette Librairie, d'ailleurs, je fais une petite pub en passant à la Chouette Librairie. Puis c'est ça, je vais vous mettre tous les liens dans la description si jamais vous voulez vous procurer ces 3 livres-là pour pouvoir en savoir plus sur l'affaire. Moi, j'ai commencé à lire justement mes 82 jours. Je suis rendue juste au chapitre 3, mais déjà en partant, tu sais, quand tu me disais qu'il décrit justement le trajet en forêt, c'est exactement ce que j'ai lu hier. J'étais comme ouf. Tu sais, c'est rough là, tu sais, parce que encore plus quand tu sais ce qui s'en vient là. Tu sais, tu sais que c'est comme l'attente vers le. Ouais. Tu sais, j'en parlais peu avec mon grand-père de sa séquestration. Tu sais, je me rappelle, là, j'avais 7 ans quand il était kidnappé. J'ai eu plusieurs années, plusieurs étés où j'ai eu la chance d'être avec lui. Fait que même si on en parlait peu, les courts moments où ça arrivait, j'ai bien senti que le doute, être dans un état de doute pendant aussi longtemps, ça l'avait magané beaucoup. Est-ce qu'on va m'oublier ici? Est-ce qu'on va m'assassiner? Est-ce qu'on va juste me laisser? Donc, ça l'a habité pendant 82. L'inconnu, hein, de pas savoir ce qui va t'arriver. Pas être en contrôle. C'est ça, là. Pas être en contrôle c'est ça, d'être complètement dépendant d'une autre personne d'abord. C'est pas un feeling toujours le fun. Puis, d'être sous le contrôle de personnes méchantes, là, tu sais, de bandits. Ben, c'est ça, c'est ce qu'ils vont me nourrir, tu sais, tout ça aussi, là. Puis, tu sais, après ça, tu sais, on parle de ce qu'ils vont me tuer, mais est-ce qu'ils vont me torturer? Tu sais, est-ce que... Ouh, c'est ouais. Il y a beaucoup de questions qui te passent, en tout cas, j'ose imaginer, là. Surtout après 82 jours, à un moment donné, l'attente est tellement longue. Tu sais, souvent aussi qu'on a de la misère à rester avec soi-même, tu sais, à penser à soi, etc. Mais lui, il était forcé de le faire, là. Tu sais, il était tout seul avec lui-même, là. Fait que cette remise en question constante dans une situation qui est loin d'être bénéfique, j'ose pas imaginer la difficulté du moment, là. Tu sais, c'est énorme, là. Tout à fait. On a une deuxième question. Visiblement, les questions qu'on a aujourd'hui sont toutes en sous-questions. Il y a comme 2 questions qui les accompagnent. Donc, aujourd'hui, c'est... aujourd'hui, comme si c'était ma première question, c'est ma deuxième, mais Mathieu voulait savoir, est-ce que Claude Poirier a déjà dénoncé publiquement ce que l'ASQ lui a fait? Et si oui, personne ne l'a cru? La réponse est oui. Claude l'a fait publiquement quasiment sans arrêt pendant des décennies. Ce n'est pas que les gens ne l'ont pas cru, c'est simplement que la Sûreté du Québec n'a pas répondu. Elle a fait avec Claude Poirier ce qu'elle a fait avec la famille Marion, c'est-à-dire que on le sait que la vie de Claude Poirier était mise en danger. On le sait qu'on a enlevé l'argent à son insu d'invalise, on a mis du carton puis des bugs électroniques, puis on l'a envoyé dans le bois, aller porter ça à des malfaiteurs. Puis qu'il aurait pu se faire assassiner, il aurait pu... À 2 reprises. À 2, c'est ça, à 2 reprises. La première fois, c'est un autre motif, mais donc, on a mal estimé le risque, puis on a mal protégé cet individu-là qui agissait comme émissaire, qui était un journaliste, qui était très connu, qui travaillait beaucoup dans les faits divers, entre policiers et malfaiteurs, si je peux m'exprimer ainsi. Tout le monde connaît Claude Poirier, là, hein, c'est une légende au Québec, là, le fameux Monsieur 10-4. Alors oui, il l'a décrié, il s'en est jamais gêné, Claude, de décrier ça. Et à ma connaissance, à moins qu'il nous présente des faits nouveaux, la Sûreté du Québec ne lui a présenté aucune excuse, non plus. Ne lui a fourni aucune explication depuis ça. Mais tu sais, c'est dégueulasse, parce que là, tu sais, on parlait de ton grand-père, tu sais, lui, malheureusement, il en a pas survécu, mais tu sais, comme Claude, là, tu sais, juste de se dire que Claude Poirier a été dans cette affaire-là, c'est immense, tu sais, parce qu'on connaît le personnage Claude Poirier, on le voit dans plusieurs crimes du genre, fait que tu sais, de se dire qu'il a été impliqué dans cette histoire-là, déjà en premier, ça fait un choc. C'est un acteur central, Claude, dans l'histoire.
Fait qu'il il y a le peu de considération qu'on a eu pour sa vie. Je pense qu'il faut le nommer comme ça. Puis ensuite, il y a eu la manipulation, l'utilisation de son épouse de l'époque, Madame Labonne, encore à l'hôtel, là, où on a utilisé l'épouse d'un journaliste pour véhiculer de l'information complètement fausse, encore une fois, pour soutenir une thèse farfelue pour laquelle la Sûreté du Québec a jamais pu fournir de pièces ou de soutien. Donc, oui, Claude Poirier a toujours décrié le travail des policiers en général. Je l'ai entendu dire fréquemment à plusieurs antennes que l'affaire Marion, c'est la plus grande bévue policière de l'histoire du Québec. Il a nommé ça. Et il a mentionné à plusieurs antennes également que sa vie a été mise en danger. Et on peut juste s'imaginer là, ce que ça peut représenter dans un contexte aussi glauque, aussi sombre que cette histoire-là, d'envoyer un individu. En fait, c'était deux, lui et M. Normand Martel, qui est décédé aujourd'hui, de les envoyer comme ça là, en forêt. En mission suicide, là. C'est ça, avec des valises en crème de carton. Vraiment horrible. C'est ça, dans les prochains épisodes, on va prendre le temps d'y revenir puis de l'expliquer en détail parce que là, on le survole, mais tu sais, l'histoire est bien plus grave que ça quand on connaît tous les détails de la séquence des événements. Ben, puis... on sait qu'il y a eu une supercherie de la part de la Sûreté. Il y a vraiment eu une manigance, tu sais, parce que, bon... Ça aussi, ça m'a mis sur le cul quand tu me l'as conté, là. J'en reviens pas. Ouais. Mais ça, on va en revenir dans les prochains épisodes. On regarde sur le suspense, hein. Mais si vous voulez en savoir plus, posez-nous la question. Sinon, on a aussi Tommy qui demandait à propos justement de l'amie de Charles. L'amie de Charles qui était avec lui dans le chalet, elle a été retrouvée quand? Puis est-ce qu'elle a été interrogée? Parce que, tu sais, on va se le dire, là, elle était avec lui quand que Charles s'est fait kidnapper. Fait que, tu sais, son témoignage, techniquement, serait supposé d'être un des plus importants de cette affaire-là. Ouais, Aline qui était la collègue de mon grand-père, son amoureuse, déclarée. Les choses se passaient pas tout à fait en 1977 comme elles se passent en 2022, mais depuis plusieurs années. Donc, Aline est en visite à Stoke le soir du 6 août. Bon, l'endroit, là, si je le résume rapidement, il y a un chalet principal, il y a quelques acres qui sont organisés c'est quasiment comme un terrain de golf. C'est une grande pelouse. Mon grand-père était une personne très soignée. Là, il s'amusait à faucher ça. Il y a un petit lac artificiel au bout de ça. Puis une petite maisonnette de rien, là, comme on voit beaucoup en Gaspésie, là, les chalets. Qui avait organisé surtout pour les visites de ma famille. Là. Philippe, mon frère, moi, maman. Ben oui, c'est ça qui est écrit dans le livre là, que j'étais en train de lire. Il avait organisé ça, puis bon, ils se sont approchés de l'étang avec la camionnette de Charles, un Econoline qu'il y avait à cette époque-là. Puis il est en train de montrer les travaux qu'il avait réalisés à Aline quand les deux individus sont sortis de la forêt, cagoulés. Ils ont maîtrisé Aline et Charles. Ils ont ligoté les deux personnes. Aline a été ligotée sur le banc de toilette de cette petite maisonnette-là. Bon, on est en fin de journée de 6 août, à la pénombre. C'est pas arrivé dans le milieu de l'après-midi. C'est arrivé, il faisait ou il commençait à faire. Donc, n'ayant pas de nouvelles, la conjointe, la femme de mon grand-père, Denise, ma grand-mère, arrive à Stoke en fin de soirée. Elle voit que le chalet est ouvert, il n'y a pas de véhicule. Bon, elle attend un bout de temps, puis finalement, après avoir fait quelques téléphones aux voisins et aux amis proches, bon, elle va se coucher. Le lendemain matin... OK, elle est allée se coucher. Ouais, elle est allée se coucher au chalet. Donc, le lendemain matin, là, elle est vraiment inquiète. Bon, elle parle à mon père. Encore une fois, elle fait le tour de plusieurs endroits là, qui avaient coutume de fréquenter mon grand-père. Et dans la fin de l'après-midi, bon, elle se résigne, ferme le chalet, et avant de partir, elle se rapproche de l'étang pour aller donner de la moulée aux truites.
nourrir les truites. Parce que c'est un lac ensemencé, là. Fait qu'il faut les c'est ça. T'as un petit lac, là, puis grand-père pêche à la mouche. Donc, c'est son petit paradis. C'est pour ça qu'il l'appelait Mon Repos. Oui. Et la moulée, elle est dans la petite maisonnette. Et en ouvrant la porte, elle a entendu Annie Gargeau qui disait Madame Marion. Donc, il s'est passé presque 24 heures. Peut-être un peu moins que 24 heures. Annie Gargeau était attachée dans cette maisonnette-là. Et là, les événements ont déboulé. La sûreté est arrivée. Il y a eu des questionnements. Il y a eu sa déposition a été prise. On a su qu'il avait été kidnappé par des malfaiteurs et tout ça. Et malgré la grande crédibilité de Mme Gargeau, malgré l'aplomb, si tu veux, de son témoignage, quand le GTI est arrivé, la Sûreté du Québec, on n'a pas tenu compte de sa déposition. On s'est concentré quand même sur la présumée implication de Jean-Marie. Mais tu sais, c'est vraiment dégueulasse, là, parce que, tu sais, il y avait un témoin sur place. Puis ils l'ont tassé comme d'un revers de main. Tu sais, oui, t'étais là, t'étais taché à terre pendant quasiment 24 heures, mais... Il y a plein d'éléments. Il y a des pistes là, pour que cet enlèvement-là de 82 jours se rapetisse à 3-4 jours. C'est plein. Il y en a partout. On n'a pas investigué ces avenues-là. On s'est concentré sur une thèse farfelue. Avec le résultat qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement à cause de ça, en plus. Ouais. Et là. OK. On a une dernière question qui a été posée par Raphaël cette fois. Donc, elle aussi, elle va en 2 temps. J'ai de la misère à le dire. Elle aussi, elle va en 2 temps. Donc, la première, en premier temps, c'est sur quoi est-ce que la SQ se basait? Mais on en a un peu, tu l'as un peu abordé à l'instant, mais on va quand même le spécifier. Donc, sur quoi la SQ se basait pour accuser Charles d'avoir orchestré son auto-enlèvement? Et est-ce que vous avez des raisons d'émettre cette thèse? Bon, d'abord, il faut comprendre que face à un enlèvement, c'est pas anormal que les policiers, même, ça fait partie du checklist qui suivent. En présence d'un enlèvement, l'entourage immédiat de la victime va être scruté à la loupe. On va essayer d'aller voir dans ces cercles-là si on ne trouverait pas là, matière ou motif d'enlèvement. Alors ça c'est... Je pense que tout le monde est capable de comprendre que puis c'est à la défense des policiers. Alors moi, je leur concède à ces policiers-là que c'est normal qu'on s'intéresse à ça. Oui, ça c'est normal, tu sais. Bon. Ça fait partie, comme tu dis, du processus d'enquête. Fait que jusque-là, on n'a pas de problème. Exactement. Là où le bas blesse, c'est qu'on fait affaire avec un groupe tactique d'intervention qui est peu expérimenté. On a fait des vérifications, puis on a appris que l'enquêteur qui dirigeait cette équipe-là, M. Robert Terrien, avait suivi une formation quelques temps avant les épisodes de 77, l'enlèvement de Charles, et s'était fait confirmer cette thèse-là, qui était fréquente selon ce qu'on peut en déduire dans nos vérifications. Donc, à partir du moment où ça fait partie du doute qui peut être dans l'espace ou dans les réflexions de la Sûreté du Québec, moi, j'ai pas de difficulté. Le gros problème, c'est que ce doute-là a été révélé sans vergogne, sans retenue, sans réserve, dans l'espace public. On a directement transposé notre soupçon à la Sûreté du Québec. Je parle de Robert Terrien, je parle de l'enquêteur Duchesne, John Gallianos, Fauchon. Ces gars-là ont, à tour de rôle, là, transmis dans l'opinion publique ces informations-là à l'occasion de façon officielle.
Donc, alors qu'ils étaient tout à fait au courant qu'ils s'adressaient à un journaliste puis ils répondaient à leurs questions. Puis à d'autres moments, de façon non officielle, mais quand même sans réserve. Je vous rappelle, on a une gang de policiers là, qui arrivent de Montréal à Sherbrooke, qui s'installent dans un hôtel, puis on a à peu près tous les médias du Canada, là, pas juste du Québec, qui s'installent dans le même hôtel. Parce qu'ils sont pas caves, là, les journalistes, là. Ils faisaient leur job. Mais oui, tu sais, ils voient que tous les policiers sont au même hôtel. On va aller au même hôtel, puis on va avoir des infos. Et dans la communauté de journalistes, plusieurs qui sont pas nonos. On a vite compris que si on voulait de l'information, on allait prendre un petit verre de vin avec les policiers en fin de journée, en arrière de l'hôtel. On se faisait un petit barbecue avec eux autres, puis c'est là que l'information leur était transmise. Alors, ce simple soupçon-là, c'est transféré de façon amateur d'abord aux journalistes. Et ensuite, la thèse, on s'est mis, la Sûreté du Québec s'est elle-même mis le bras dans l'engrenage. On s'est retrouvé dans une cascade d'engagement où on a parlé à la Sûreté du Québec puis dans les médias que de ça. Alors, toutes les ressources monopolisées pour l'affaire Marion ont été directement et essentiellement utilisées à démontrer cette thèse-là. C'est aussi simple que ça. C'est encore pire quand on le sait qu'il n'y avait pas vraiment de raison d'avoir cette thèse-là. Mais tu sais, c'est parce que comme on dit, c'est une chose de l'explorer, mais c'est une chose d'écarter toutes les autres thèses. Là. Puis tu sais, si au moins il avait été égal dans les informations qui coulaient puis qu'il aurait exposé toutes les thèses, mais là, ça aurait été grave, mais au moins tu te dis, toutes les éventualités sont là. Là, c'est grave, mais t'as juste une version de l'histoire puis c'est même pas la bonne. Ouais. Je le répète, là, et ces efforts-là là, qui ont été utilisés pour soutenir ça a eu des conséquences, ça a eu de grandes conséquences sur le procès des accusés. La défense Rancourt, le maître Jean-Pierre Rancourt, n'a pas eu un travail très dur. Là. Il n'a eu qu'à utiliser cette thèse-là dans le procès pour semer un doute. Dès qu'il y a un doute sur l'implication de Charles Marion, c'était fait. Alors, il a eu je dirais, là, une autoroute de facilité. Là. Il n'y a aucun obstacle à faire déclarer non coupable pour les charges de kidnapping de son client. Alors ça, c'est la première incidence. Puis la deuxième incidence de cette thèse-là, parce que j'essaie d'expliquer, Lydia, là, ce qui va au-delà de la réputation. Ouais. Le geste de la Sûreté a eu des impacts épouvantables sur la réputation de Charles. Ça c'est indéniable. Mais il y a l'impact sur le système de justice. Le système de justice a manqué son coup. On les avait, là, les coupables. C'est Claude Valence, là. Puis ça, okay? Donc, l'avocat Rancourt a pris la thèse dans les médias, puis l'a amené devant 12 jurys qui étaient eux-mêmes exposés à la même affaire. Fait que ça, c'est dramatique comme incident. Mais l'autre élément, c'est la posture du mouvement Desjardins. Cette thèse-là de la Sûreté a donné à l'employeur l'excuse pour abandonner son employé. Donc, le mouvement Desjardins, là, ce fleuron québécois qu'on adore, qui se targue d'aider tout le monde, très communautaire, très coopératif, hein, un mouvement coopératif. Mouvement Desjardins qui a été présidé, imagine-toi, par le père de Charles. Pardon? Le père de Charles Marion, Abel Marion, a été le président du mouvement Desjardins dans les années 60. C'est un peu ironique, là, tout ça. Mais cette fameuse thèse-là de la Sûreté a fait en sorte que le mouvement Desjardins a abandonné Charles publiquement. Je le répète, là, je veux faire une distinction entre le mouvement Desjardins et la Caisse populaire de l'Est. Les gens à la Caisse, là, où mon grand-père travaillait depuis 30 ans, c'était tous des chums. Ils ont tout fait pour aider personnellement Charles. Mais ce qu'il avait besoin, Charles, c'est une défense publique, c'est une défense médiatique. Et le mouvement Desjardins l'a abandonné. Ce qu'il avait besoin de se faire dire, c'est qu'on croit en toi, puis on sait que c'est pas vrai, tu sais. On est derrière toi, puis on veut te retrouver, tu sais. C'est ça qu'on voulait. C'est ça, tu sais. Si Charles Marion n'est pas un employé du mouvement Desjardins en 1977, il n'est pas kidnappé. Il n'est pas visé. Les ravisseurs l'ont nommé à plusieurs reprises.
il visait le mouvement. Ah, puis les réviseurs l'ont dit en plus. Fait que, tu sais, ça a même pas de doute, là, à ce moment-là. Puis, tu sais, je rajouterais même un troisième fait que ces implications-là ont eu sur l'histoire parce que, tu sais, c'est la durée de la captivité. Parce que si on n'avait pas stické sur la mauvaise information, on l'aurait cherché. Tu sais, comme tu le dis, il était pas loin, là. Ben, en fait, il y a deux choses. Tu as raison. S'il avait continué de le chercher avec tout ce qu'il y avait, ça ne serait pas devenu le pion d'enlèvement. Mais s'il l'avait cherché et il l'avait trouvé un peu plus vite, là, il serait pas mort. Peut-être qu'il serait mort, mais il serait mort de vieillesse. Écoute, il se serait fait sauver. Il s'est enlevé la vie parce qu'il y avait de la misère à faire face à l'opinion publique. C'est ça. C'est ça, puis parce que c'est pas eux autres qui l'ont sorti du trou, personne n'a cru l'histoire au final, tu sais, d'une certaine façon. Ben, c'est la... Je pense pas que le fait que ce soit un effort familial qui a permis la libération, ça contribue à cette thèse-là, parce que Jean Martineau, l'oncle de Pierre, mon père, et Pierre, était accompagné d'un gars de la Sûreté. Il était couché sur le banc en arrière avec une mitrailleuse. Qui sont allés porter l'argent. Donc, le gars de la Sûreté a vu tout le scénario. Puis il n'était pas question que Pierre ou Jean s'en aille mettre de l'argent dans le bois là, sans protection. Ça aurait été vraiment insensé. Mais bref, c'est ça. La Sûreté du Québec n'a pas aidé, dans le sens, n'a pas négocié avec les ravisseurs pour permettre la libération. Même ils étaient contre. Probablement par réputation, il y avait de la pression. Ben oui. Fait que, dans les deux cas, là, c'est vraiment la même affaire. C'est les instances en haut qui ont foutu la merde parce que les gens sur place, mettons qu'on regarde justement ceux de la caisse sur place, puis on regarde des policiers de Sherbrooke sur place. Eux autres, ils voulaient tout pour vrai, là. C'est les instances en haut qui ont tout foutu la merde, dans le fond, là. Tu sais, c'est genre, arrêtez. Puis là, ça, c'est un long shot encore, là, mais arrêtez de centraliser les affaires, puis laissez donc les gens sur place gérer les affaires. Ça irait tellement plus vite. Puis ça, je parle dans ce cas-là, mais c'est le même pour ben d'autres sujets. En santé, on pourrait dire la même affaire. Arrêtez de centraliser dans les grands centres parce que on n'a pas la même réalité, nous autres, ici à Matane qu'à Québec, là. Fait que, long shot encore, mais où tu vois qu'il y a plusieurs choses qui me saisit, là, dans la vie. C'est ça. C'est sûr que c'est un beau parallèle, entre le mouvement Desjardins et la SQ, parce que c'est vrai que au niveau des policiers de la SQ à Sherbrooke, il y a des Moses de bons bonhommes. Puis c'est eux autres qui ont réussi à le trouver, le mot méchant, là, tu sais. Une chance qu'il était là, tu sais. Puis au niveau de la caisse, il y avait du bon monde aussi. Mais c'est dommage que le mouvement, que le choix du mouvement a été de laisser l'employé seul devant ce dossier. Puis de pas prendre la responsabilité encore aujourd'hui. Tu sais, encore, c'est une chose de dire qu'on s'est trompé à l'époque, ça fait 45 ans, mais au moins reconnaissez les torts, c'est juste ça qu'on veut. Ben, c'est ça qui arrive, tu sais, c'est du langage d'avocat, tu sais. Ouais. Un avocat de Desjardins a probablement dit, en lien avec le droit du travail ou en lien avec X, Y, patente à gauche juridique, on n'a pas besoin de... mais ce qu'il aurait fallu, c'est du courage. C'est dire, ça n'a pas de bon sens, là. On le sait que Charles, ça fait 30 ans qu'il est chez nous, une réputation impeccable. Que son père était président, je veux dire. Le père de cet employé-là, c'est lui qui avait la job de Corny, là. Mais oui, ça m'a pas été pris en considération, je veux dire, dans la crédibilité de Charles. Parce que Colin, je veux dire, c'est pas comme si c'était, je sais pas, un 2 de pique, là, je veux dire, il y avait... Pris en considération, Lydia, on est allé rencontrer le mouvement Desjardins. Le président Cormier a refusé de me rencontrer, a refusé de rencontrer mon père. C'est une première vice-présidente qui est venue nous rencontrer, qui travaille au mouvement Desjardins depuis 30 ans et qui n'a aucun souvenir et aucune connaissance de l'affaire Marion. Très gentille, très courtoise. On a eu une heure avec elle. À un moment donné, son avocat a dit « Ah, madame, vous avez une autre rencontre. » Tu sais. Ah oui, c'est ça. Ils ont quitté la pièce, ils nous ont servi du café, qui était excellent. C'est à peu près tout. On a reçu une lettre une semaine après, qui nous disait finalement, le mouvement Desjardins s'appuie sur la Sûreté du Québec, puis il fera
Rien de plus que la Sûreté du On Québec. vous accompagne pas dans ça. Puis, je l'ai, la lettre, à un moment donné, on pourra la lire, mais c'est horrible, là. Et c'est l'employeur, je le répète, Charles Marion a été kidnappé parce qu'il était un employé du mouvement Desjardins. C'est donc une lésion professionnelle à mes yeux et qui l'a mené au suicide. Puis ça part de son travail. Alors, ça responsabilise pas le mouvement Desjardins Non. de l'enlèvement. C'est pas eux autres qui l'ont enlevé. Mais de se laver les mains comme ça, c'est inacceptable. Ben, c'est en plein ça. Puis c'est pour ça qu'on veut qu'ils finissent par se mouiller. Parce qu'encore une fois, c'est pas de l'argent qu'on veut. De Desjardins non plus. On veut qu'ils reconnaissent qu'ils se sont trompés à l'époque. Puis que si une affaire de même se reproduit, là, parce que, tu sais, on est en 2023, mais des sautés dans la tête, il y en a encore beaucoup. Tu sais? Mais si qu'une situation comme ça se reproduit, vont-ils à gérer de la même façon? Tu sais, je peux pas croire que ça serait géré de la même façon. Ben mais non. De donner des excuses publiques, au moins, ça reconnaît qu'on fera pas les gestes du passé, non? Si on croit ce qu'en dit la Sûreté du Québec, non. La Sûreté du Québec va se comporter différemment. Puis c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le public. Le mouvement Desjardins, lui, n'a jamais rien accepté ou reconnu d'aucune façon. D'aucune façon. Donc, en autant que moi je suis concerné, si ça arrivait encore une fois un employé du mouvement Desjardins, cet employé-là va être traité exactement comme Charles Marion a été traité. Ouf! Hey, ça fait mal. Non, mais je sais, puis ça fait encore plus mal quand on sait qu'en 2023, on a des pénuries de main-d'œuvre incroyables, qu'on se vend du RH partout, me semble que ça serait une maudite bon timing pour dire, regarde, on va vous protéger peu importe ce qui arrive. Quand je parle de courage, quand on a rencontré le mouvement Desjardins l'automne dernier, on a tenté de leur laisser voir cet angle-là. C'était sans réponse. Moi, je me pose la question, toutes les associations d'employés, il y a 60 000 employés au mouvement Desjardins, ils ont un levier de négociation avec leur employeur parce que c'est clair pour moi que le mouvement Desjardins ne s'est pas comporté à la hauteur à la hauteur souhaitée pour une organisation qui se vante à tout vent d'être près du monde et de vouloir protéger. Alors qu'un de leurs directeurs de crédit qui se fait kidnapper puis qu'on l'abandonne pas longtemps après, ça a pris combien de temps avec Desjardins se retire de l'histoire, ça sais-tu? Ben, en fait, là, on serait après sa libération. Je pense que c'était très local pendant la séquestration, mais après sa libération en octobre, et on va même rajouter la période d'hospitalisation, ben, les rumeurs battaient de plein fouet. Ouais, c'est ça. On les voyait partout. Et c'est à ce moment-là. En fait, il n'y a jamais eu d'annonce publique. Je n'ai jamais prononcé officiellement, publiquement, pour défendre son employé. Ça, c'est jamais arrivé. Il est enlevé, il est libéré. Il y a la sortie d'un livre. On capture les ravisseurs. Et à travers tout ça, parce que la Sûreté du Québec a fait la même chose, parce que la Sûreté du Québec a continué d'alimenter cette fausse thèse erronée, farfelue, nommez-le, le mouvement Desjardins s'est caché en arrière. Quand je parle de courage, c'est beaucoup plus du courage que des responsabilités. Ouais, c'est ça. Moi, je la connais pas, la loi qui va dire ça oblige les Desjardins à faire ça, puis Desjardins. C'est même pas ça. On parle pas de ça. On parle d'un moment donné, quelqu'un qui dit, ben, c'est cool. C'est quoi les chances, là, que cet employé-là, comme je le répète, qui a une carte de route exemplaire au mouvement Desjardins, c'est quoi les chances qu'ils soient impliqués? Pourquoi on n'a pas questionné la Sûreté du Québec? Sortez-moi les preuves, sortez-moi Puis, c'est ça, c'est qu'il faut pas oublier que c'était Desjardins qui était visé. C'est le mouvement Desjardins qui était visé par la rançon. Ils n'ont pas demandé la rançon à ta famille. Ils l'ont demandé à Desjardins. Ouais. En termes d'image, là, c'est comme, je vous dirais, il y a deux personnes qui sont sur un champ de bataille, il y en a un qui est blessé, l'autre s'en va, puis
Il laisse là. Il laisse le blessé. C'est vidé de son sang. C'est propre. C'est propre truc. Donc, c'est pas une image très glorieuse, non, c'est ça. C'est ça. Et là là, hein? Fait que vous voyez où est-ce que ça peut nous mener, les questions que vous nous posez, parce que, tu sais, on se le cachera pas, là, il y a tellement de choses tellement d'angles à couvrir sur cette histoire-là, que n'hésitez pas à nous les poser, les questions, parce que on a tellement de choses à penser, pis tellement de choses à ne pas oublier aussi, que vos questions vont nous aider au fur et à mesure à permettre de préciser un peu toute cette histoire-là, mais aussi vous permettre de mieux comprendre toute l'ampleur de cette cause-là. Puis, encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur les médias sociaux. Ça, c'est notre dernière question. On en avait plus aujourd'hui, mais on a quand même... on avait 4 belles questions à répondre. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir d'autres informations, n'hésitez pas à nous faire signe. Sinon, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode du podcast. Salut! Ouais.